Voilà un mois que la rentrée est passée et pourtant chaque matin c'est toujours les pleurs, des hurlements, les bras qui s'agrippent. C'est une question que j'ai reçue. Pourquoi est-ce que mon enfant il continue à pleurer après la séparation? Je pensais qu'il allait s'habituer. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il vive moins mal ce moment? Donc c'est une question qu'on m'a posée en message privé sur Instagram pour le coup il y a quelques jours. Et j'ai décidé d'en faire un épisode parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous la poser et à rencontrer cette situation. Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale conférencière spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents n'ont pas besoin de conseils parfaits, inapplicables dans un monde qui justement ne l'est pas parfait, mais plutôt de réponses qui tiennent compte de leur réalité sans leur laisser croire qu'ils commettent un potentiel désastre pour le développement de leur enfant à chaque instant. Si c'est ce genre de réponse que vous cherchez, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique de la parentalité. Pas de recettes miracles, mais des outils, des perspectives pour voir les choses autrement et affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Si ça vous plaît, alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Avant d'aller plus loin, si vous aussi vous avez une question de parents que vous aimeriez que je traite dans ce podcast, un thème ou une situation concrète, vous pouvez me la soumettre par message, soit sur les réseaux sociaux, soit par mail. L'adresse est dans la description de l'épisode et je serai ravie d'y répondre dans un prochain épisode justement. Alors revenons à notre situation. Nous sommes le 1er octobre, le jour où je publie cet épisode. Ça fait un mois que Léon est rentré à la maternelle ou que Léontine a commencé la crèche. Au début, il y avait des pleurs, quelques difficultés au moment de la séparation. Et vous vous êtes dit, c'est bien normal, il faut un temps d'adaptation, tout ça est nouveau, ça va passer, ça ne vous a pas inquiété. Et vous vous attendiez à ce que ça passe relativement rapidement. Sauf que, un mois plus tard, ça n'est pas passé du tout. Voire, c'est pire et de pire en pire. Donc le matin, c'est le drame absolu, ça hurle, ça crie, Léon ou Léontine s'accroche à vous comme un sparadrap, ou plutôt comme une espèce de poulpe à 8 bras, vous en décollez un, il y en a 2 qui s'accrochent. Bref, vous ne savez plus comment vous sortir de cette situation, vous vous sentez assez démunis. Et vous vous demandez que faire dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La toute première chose à faire, c'est de vérifier ce qui se passe le reste de la journée. L'enfant il pleure là à ce moment-là, mais comment ça se passe après mon départ? Parce que si la journée entière est compliquée, il y a des crises, l'enfant est isolé, n'arrive pas à créer du lien avec les autres enfants, est en difficulté sur les activités, n'adhère pas aux activités. Là, c'est pas un problème de séparation et ça va être une toute autre situation à explorer. C'est ce qui se passe pendant la journée qui va falloir résoudre. Mais dans 90 ou même 99% des cas, dans ce type de situation, quand vous explorez le reste de la journée avec les professionnels qui s'occupent de votre enfant, que ce soit les professionnels de la petite enfance ou les instits ou les ATSEM, ils vous disent, dès que vous êtes parti, tout roule en fait. Ils jouent, ils participent, etc. Et vous-même, le soir, vous pouvez constater que votre enfant n'a pas l'air traumatisé, il est plutôt content, il peut avoir des choses à raconter ou pas, ça c'est une autre histoire. Et donc, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas la crèche, l'école qui pose problème, c'est vraiment le moment de la séparation, même si des fois, en fait, vu le drame du matin, on a du mal à croire que tout se passe bien une fois qu'on est parti. Mais encore une fois, je vous le dis, les professionnels de l'enfance, de la petite enfance, eux-mêmes n'en reviennent pas en disant dès que le parent est parti, en 3 secondes et demie, c'est terminé. Alors bien sûr, quand les séparations se passent mal, après avoir écarté l'hypothèse « c'est la journée qui pose problème », on va souvent penser à autre chose. Des hypothèses psychologiques plus classiques, mon enfant a un problème d'attachement, il est anxieux, il a peur de l'abandon. On va vite sortir les grands mots dans les deux sens, MOTS et MAUX.
Et c'est un peu normal, légitime. Mettre une étiquette, un diagnostic, ça peut rassurer. On se dit, bah ok, si j'ai trouvé le problème, eh ben, j'ai une solution à mettre en face. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, parce que l'étiquette d'abord ne dit pas forcément comment faire autrement. Et puis surtout, très souvent, les enfants concernés, en tout cas ceux dont les parents peuvent venir me voir, ce ne sont pas des enfants qui ont par ailleurs des difficultés. Chez les parents, ça se passe très bien. Chez les grands-parents, pardon, ça se passe très bien. Le centre de loisirs ou une autre activité où on les laisse, nickel, rien à signaler. Le soir au coucher à la maison, ça se passe aussi plutôt bien, il n'y a pas de problème particulier. Ou plus justement, le problème se produit dans d'autres contextes, c'est-à-dire il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de difficultés, mais uniquement quand l'adulte présent, le papa ou la maman ou le grand-parent ou peu importe qui, va produire le même genre de comportement que ce que je vais décrire par la suite. Et on a le même type de situation, il y a un grand moment déchirant, très difficile, et après, tout se passe bien. Si on était vraiment face à une difficulté globale d'anxiété, d'insécurité, ça ne se limiterait pas aux 10 minutes, un quart d'heure du matin. Alors que là, vraiment, on est dans des situations où l'enfant, globalement, il va bien, il profite de sa journée, mais à un moment donné, Pokémon, poulpe, accroché à vos jambes, pile au moment où vous devez partir pour que lui fasse sa journée et vous la vôtre. Et donc ça, c'est très différent. À noter aussi que ça peut se passer de manière différente selon que ce soit papa ou maman qui dépose, mais de ça, j'en reparlerai aussi après. Donc, comme à mon habitude, plutôt que de poser une étiquette, ce qui m'intéresse ici, ça va être de regarder ce qui se passe dans l'interaction entre vous et votre enfant à ce moment précis de la séparation et de voir ce qu'on peut faire différemment pour l'aider à traverser mieux ce moment. Et alors, je précise quand même que, en fait, ce que je propose là, ce que je vais proposer dans la suite de l'épisode, ça peut aussi tout à fait être adapté à un enfant qui aurait une anxiété plus profonde, à partir du moment où la manière dont vous accompagnez l'anxiété va ressembler à ce que je vais décrire là. Parce que, en fait, ces crises, elles vont se manifester avec des parents souvent qui font quoi ? Qu'est-ce qu'on fait en général quand notre enfant pleure au moment d'une séparation ? Eh bien, il y a 2 grands basiques. Le premier réflexe, ça va être souvent le reste du temps ou juste avant de positiver à fond, tu vas voir, ça va être génial, tu vas t'amuser avec les copains, puis la maîtresse est super gentille, et tu vas faire plein d'activités, et puis je reviens vite, qui est bien intentionné, mais qui a des inconvénients, j'y reviendrai après. Le deuxième réflexe, c'est souvent de rester pour accompagner la crise. On se dit, en fait, si je pars maintenant alors qu'il est en larmes, il va le vivre comme un abandon, il est au summum de sa détresse, et moi, la figure d'attachement, je ne peux pas partir, ça serait une catastrophe, ça ne ferait qu'empirer les choses. Et non seulement je comprends très bien ces réactions, mais parce qu'elles sont pleines de bonnes intentions, mais elles sont surtout, de mon point de vue, si on veut sécuriser un enfant et lui montrer qu'il peut compter sur nous, les premières choses à faire quand un enfant manifeste un peu de tristesse, d'anxiété, quelle que soit la situation. Et si chez vous, elle fonctionne, c'est-à-dire que ça aide votre enfant à s'apaiser, que ça le rassure et que globalement, ça va de mieux en mieux, surtout ne changez rien. Mais si ça ne marche pas, que ça fait des semaines, que ça dure et que voire ça s'empire, c'est probablement que justement ces réactions envoient, sans que vous le vouliez, à l'enfant des messages qui ne sont pas très aidants. Le risque, quand on reste trop avec un enfant qui pleure, c'est de lui envoyer le message implicite « Ce moment est vraiment horrible, il est tellement horrible que tu ne peux pas le supporter si je ne suis pas là, tu n'es pas armé, tu n'es pas équipé pour y faire face. » Et ça va renforcer chez l'enfant l'idée que oui, c'est insurmontable et que donc non, il ne faut surtout pas que le parent parte et ça va le mettre encore plus en panique, en détresse. Quand on positive à outrance, l'enfant, il peut se dire, en fait, qu'est-ce qu'ils en savent, que ça va être super, et en plus, son expérience lui fait dire que c'est pas super toute la journée. Il y a des moments plus ou moins agréables, voire désagréables. Ça fait, hélas, partie d'une journée en collectivité. Et donc,
Avec le fait de rester, ça pouvait lui faire dire « Oh là là, mais ce moment est vraiment horrible, je peux pas le traverser. » Et là, si on positive trop, il peut avoir l'impression qu'on ne comprend pas ce qu'il vit vraiment, parce que c'est vrai que ça pique un peu le moment de la séparation. Même si je sais que ça va être bien après, ce moment de transition, il provoque un peu de pincement au cœur, de la tristesse souvent. Notez bien d'ailleurs que c'est plus souvent de la tristesse que de la peur, comme on a tendance à le croire souvent, et c'est parfaitement normal et légitime d'être triste quand on quitte des gens qu'on aime, même si on sait qu'ils vont revenir, même si on sait qu'on va passer une bonne journée. Donc le résultat, c'est qu'au lieu d'apaiser la crise, nos tentatives, nos manières de répondre, qui sont hyper bien intentionnées, peuvent aggraver. Et donc c'est là aussi où on peut avoir une différence entre les papas et les mamans, non pas une question de sexe ou de genre ou de rôle, mais une question de manière dont on répond. Si un des parents fait ça, c'est-à-dire rassure, positive, reste longtemps, et que l'autre, au contraire, fait ce que je vais proposer après, c'est possible que les crises se produisent plus avec l'un qu'avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, justement ? Je parle souvent d'un duo gagnant qui est l'empathie, rejoindre l'enfant dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent, et la confiance, c'est-à-dire à la fois reconnaître que oui, c'est difficile, que ça fait un pincement au cœur, et envoyer le message, mais tu es capable. Concrètement, voilà ce que ça peut donner. Oui, je comprends, c'est dur de se dire au revoir le matin, et tu vas peut-être être un peu triste, c'est normal, mais je sais que tu es capable de surmonter ça, et que après tu vas passer une bonne journée. Même si c'est dur, je te fais confiance, je sais que ça va bien se passer, je t'embrasse, à ce soir. Et après, on tourne les talons fissa, parce que plus on reste, plus on a de chances, ou de risques plutôt, d'entretenir la crise. Je vous renvoie là à un épisode qu'on avait fait sur les peurs des enfants avec Marina Blanchard, qui vous permettra d'approfondir aussi cette notion. Alors pourquoi ça marche ? Parce que l'empathie permet de donner du courage pour traverser une émotion désagréable. Je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, l'empathie ne sert pas à supprimer l'émotion, ne sert pas à rendre le moment plus facile, elle sert à activer le courage. Oui, c'est dur, mais justement, je vais devoir mobiliser mes ressources pour y faire face. Et le message de confiance, je sais que tu es capable et je m'en vais, il installe l'idée, même si c'est dur, tu peux y arriver. Si je reste, je confirme, tu n'es pas capable d'y arriver. Si je pars en confiance, je transmets, c'est difficile, mais je sais que tu en es capable. Et pour l'enfant, ça peut changer beaucoup de choses. En plus, quand on ne minimise pas l'émotion, c'est pour ça que l'empathie est importante. Si on minimise l'émotion, on dévalorise un peu les efforts qui sont faits par l'enfant. Si on a une petite émotion et qu'on n'arrive pas à la surmonter, on est vraiment un peu nul. S'il y a une grande émotion, on sait que ça va nous demander beaucoup d'efforts, mais on aura aussi beaucoup de fierté d'avoir réussi. Ça permet de mieux activer son courage et ça construit beaucoup plus la confiance en soi et l'autonomie. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite ? Dans les situations similaires que j'accompagne, les pleurs disparaissent généralement au bout de quelques jours, ils diminuent très rapidement et souvent ils disparaissent totalement très rapidement aussi, parfois dès le premier jour. Alors évidemment, la crainte, ce qui peut rendre difficile le fait de faire différemment comme je l'ai défini ici, c'est de se dire « ouais, mais peut-être qu'il pleure plus parce qu'il a renoncé, parce qu'il s'est dit qu'il pouvait pas compter sur nous, que je ne suis pas un adulte de confiance. » Évidemment, d'une certaine manière, c'est un risque à prendre. Moi, je n'ai aucune certitude, je ne connais pas votre enfant, mais dans la réalité, si vous êtes le genre de parent qui reste, qui essaye d'apaiser, de rassurer, qui se montre à l'écoute, comme les parents qui viennent me voir qui font ce genre de choses, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout du style à laisser votre enfant se débrouiller tout seul dans sa détresse. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'en tant que parent, on est coincé dans cette situation. On est un parent attentif, on est concerné par les émotions de nos enfants, on pense qu'on est là pour les écouter, les accueillir.
Et c'est ça qui va faire la différence. Si vous étiez un parent qui n'écoute pas les émotions de son enfant, peut-être que votre enfant pleurerait pour d'autres raisons, mais parce que vous ne feriez pas ce que j'ai décrit précédemment. Et alors, si ça peut aider à vous aider, ça fait 2 fois aider, si ça peut vous aider à tenter l'expérience, rappelez-vous qu'un enfant qui renonce, on va le voir. Il devient triste, il s'éteint, il ne va pas bien, il se retire de la relation. Un enfant qui, en fait, avait juste besoin de surmonter ce moment de séparation et qu'on lui montre de la confiance, vous allez très vite le retrouver avec son entrain, il va jouer, il va rire, il va participer. Donc, autrement dit, peut-être que ça vaut le coup de prendre le risque. Si les pleurs cessent et que vous ne voyez pas un enfant en difficulté, c'est que votre enfant a intégré le message, c'est difficile mais je peux y arriver. Et ça construit la confiance et l'autonomie. Si ça n'est pas ce qui se produit, alors sans doute qu'il y aura d'autres aspects à explorer, mais ça sera peut-être plutôt l'objet d'un autre épisode. Je vais résumer un peu tout ce qu'on s'est dit jusque-là. Si vous avez un enfant qui pleure beaucoup au moment de la séparation et que vous avez plutôt tendance à rester avec lui, à essayer de le rassurer, à essayer de positiver et que ça ne marche pas, voire que les choses s'empirent, vous pouvez d'abord vérifier que la journée se passe bien pour lui. Si c'est le cas, je vous propose de changer de posture, de montrer un peu d'empathie, je comprends, c'est difficile, et beaucoup de confiance, mais tu peux le faire, et partez vite s'entraîner. Ça paraît contre-intuitif pour donner confiance à un enfant, mais en fait, c'est souvent très efficace. Et non, vous n'abandonnez pas votre enfant en faisant ça, mais vous lui envoyez au contraire un message qui est hyper précieux, c'est « je comprends, mais je crois en toi et tu es capable ». Et ça, c'est un très beau cadeau qu'on peut faire à son enfant. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille aussi 2 autres ressources qui vous permettront d'approfondir certaines choses que j'ai abordées dans cet épisode. D'abord, l'épisode sur les peurs que j'ai enregistré avec Marina Blanchard, que je vous mettrai en lien dans la description, et un article sur le blog qui n'avait pas donné lieu à un épisode de podcast, qui parle de à quoi sert l'empathie et l'écoute active. Et peut-être un 3e encore, mon épisode sur l'attention aux émotions qui est potentiellement problématique et qui rejoint ce que j'ai abordé dans cet épisode. Tout ça est en description. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos sur mes interventions, conférences et autres. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue évidemment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez là aussi un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me joindre sur les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.